Sens Public continue, on tente d'y voir plus clair dans ce brouillard provoqué par la dissolution et les résultats des élections législatives. Qui pour former un gouvernement? Faut-il proposer un nom avant d'avoir une majorité de députés pour soutenir le ou la future première ministre? On en débat dans un instant et une première réponse en images tout de suite avec Sandra Cerquera. Après des résultats plus morcelés que jamais, quelle majorité pour gouverner? Le nouveau Front populaire, arrivé en tête, a appelé encore aujourd'hui Emmanuel Macron à nommer un Premier ministre issu de ses rangs. Pour se mettre d'accord, les tractations entre les cadres de la gauche vont bon train. Ils promettent un nom dans la semaine. Selon LFI, aucune piste n'est à exclure. On s'est vu hier avec les partenaires du nouveau Front populaire. On va se revoir aujourd'hui pour acter des méthodes et avancer sur des méthodes. Mais Jean-Luc Mélenchon n'est absolument pas disqualifié. Une hypothèse, source de crispation, notamment chez les écologistes et les socialistes. L'option, c'est un nom consensuel, capable de créer les conditions de majorité de projet si nous devions gouverner. Et ce nom, actuellement, c'est pas celui qui circule, à savoir celui de Jean-Luc Mélenchon. Je crois qu'il faut être très clair là-dessus. Seule, la gauche n'a pas assez de sièges pour gouverner. Alors une alliance est-elle possible avec les forces du centre? Selon Édouard Philippe, pas avec tout le monde. Les forces politiques centrales ont donc une responsabilité qu'elles ne peuvent écarter. Elles doivent, sans compromission, favoriser la création d'un accord qui stabilisera la situation politique. Il va sans dire qu'à mes yeux, cet accord ne peut être construit ni avec le Rassemblement national, ni avec la France insoumise, à qui nous opposent des divergences de principe. De leur côté, les Républicains disent ne pas vouloir d'alliance pour le moment. Le camp présidentiel, en deuxième position, espère encore en coulisses parvenir à un projet de grande coalition. La coalition que moi j'appelais de mes vœux depuis des mois et qui ne pouvait pas avoir lieu à l'Assemblée telle qu'elle était constituée, et bien maintenant, pour moi, elle devient obligatoire parce qu'elle vient des Français. Et ça change tout. Donc peut-être si nous parvenons demain à gouverner ensemble, en faisant chacun des concessions, évidemment. Emmanuel Macron compte prendre son temps pour former un gouvernement de coalition. Il veut voir comment les groupes politiques vont se structurer à l'Assemblée nationale. Dans son entourage, on insiste sur la nécessité de travailler ensemble dans l'arc républicain, au-delà des partis. Il est clair que la constitution d'un gouvernement va prendre du temps. Qui trouvera la clé de Matignon? Débat 100% politique dans Sens Public avec Laurence Rossignol. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes sénatrice socialiste du Val-de-Marne. Xavier Iacovelli, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Sénateur Renaissance des Hauts-de-Seine. Émeric Durox, bonsoir. Et bienvenue, sénateur Rassemblement National de Seine-et-Marne. Et Alain Joyandet, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes sénateur LR, les Républicains de Haute-Saône. Laurence Rossignol, je commence avec vous. Que va faire le nouveau Front populaire de ces 180, 190 sièges? Premier groupe à l'Assemblée, mais insuffisant pour gouverner ou pas? Exactement. Je ne sais pas ce qui va se passer, si c'est ça la question. Oui. Et je crois qu'il faut dire aux Français qu'on est dans une situation extrêmement complexe, dont aucune solution n'apparaît évidente ni stable, et qu'il faut partir en fait peut-être de l'analyse de ces résultats. En fait, on a eu une séquence électorale à 3 tours. Et il faut prendre les 3 tours pour comprendre un peu ce qui se passe dans le pays. Premier tour, c'est les européennes. Les européennes, c'est assez clairement un vote de sanction à l'égard de la politique qui est menée par le gouvernement. Les Français veulent une autre politique que celle menée par le gouvernement. Première chose. Deuxième chose, on a le premier tour des législatives. Et puis, deuxième tour, c'est une victoire avant tout du Front républicain. Je crois que personne, aucune formation politique ne peut dire c'est nous qui avons gagné. C'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon à 20h05. Oui, mais Jean-Luc Mélenchon dit beaucoup de choses dans lesquelles il engage essentiellement Jean-Luc Mélenchon et les amis de Jean-Luc Mélenchon, dont je ne suis pas. C'est une victoire du Front républicain. Donc il faut partir de cela. 1, les Français veulent qu'on change de politique. 2, ils ne veulent pas que le Rassemblement national et l'extrême droite gouvernent ce pays. Et puis avec ça, et aucune coalition majoritaire, que des coalitions minoritaires, il faut essayer de mettre en place un gouvernement minoritaire, mais qui va conduire une politique majoritaire. Et il est possible de conduire une politique majoritaire aujourd'hui pour les Français si on part de ce qu'ils ont dit. On va évidemment détailler tout ça, mais on comprend déjà un peu le casse-tête qui se présente. Xavier Iacovelli, Emmanuel Macron peut-il faire autrement que
d'appeler le nouveau Front populaire à former un gouvernement, sachant que c'est la première force politique de l'Assemblée? Alors, il a parlé hier, il a dit qu'il fallait laisser le temps au temps. Et je pense que c'est important, et on le voit bien aujourd'hui, qu'on est en incapacité, quel que soit le bloc présent à l'Assemblée nationale, de proposer un candidat au poste de Premier ministre, au président de la République, qui puisse être consensuel et réunir une majorité. C'est ce qu'essaye de faire le nouveau Front populaire en ce moment. On va aller à l'Assemblée. Au contraire, je dis qu'aujourd'hui, ce n'est pas évident. Ouais. Jusqu'à preuve du contraire, on a vu un certain nombre de cohabitations, un certain nombre après des élections législatives, où c'était une évidence que celui qui avait été le leader du camp qui avait gagné était quasiment automatiquement proposé au président de la République le soir même. Là, on voit bien que ce n'est pas le cas. Il y a des discussions d'appareil en appareil, de bloc en bloc, et il faut laisser le temps effectivement que l'Assemblée nationale soit déjà installée pour que les groupes soient constitués et que des majorités, même des majorités relatives, c'est toujours bizarre de dire majorité relative parce qu'une majorité minoritaire, puissent se dégager ou pas. On voit bien qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Moi, ce que je vois, c'est avant tout une victoire pour la République, c'est que l'extrême droite a été battue hier. Alors bien sûr, nous n'avons pas gagné. La gauche n'a pas gagné non plus. La gauche est arrivée en tête. Mais enfin, nous, on nous annonçait 50 députés il y a encore un mois. On arrive 3 fois plus et le bloc central a fonctionné grâce au désistement. J'y allais. Grâce au désistement républicain, mais qui a fonctionné également pour la gauche, où une centaine de députés, de candidats, ou même de députés sortants, se sont désistés au profit des candidats de la gauche. Donc on voit bien que le désistement républicain a fonctionné et que les Français, surtout, se sont saisis de ces enjeux majeurs pour la République et pour la France. Aymeric Durox, il y a plus de 10 millions de Français qui ont voté au Rassemblement national au second tour, mais il y en a aussi plus de 16,5 millions qui ont vous refusé le pouvoir d'une certaine façon. Ça veut dire que ce plafond de verre, il est toujours là. C'est le constat du jour. Je ne crois pas. Pour reprendre la métaphore de Mme Rossignol, il y a eu en effet 3 tours. À chaque fois, nous avons remporté ces 3 tours et de manière assez large. Et ce que je regrette dans ces désistements, qui sont tous sauf républicains, c'est qu'ils ont escamoté le débat de fond dans l'entre-deux tours. On n'a pas parlé des sujets qui intéressent les Français, c'est-à-dire la sécurité, c'est-à-dire le pouvoir d'achat, c'est-à-dire l'immigration. Bien sûr que non. Moi, je ne les ai pas refusés. Un grand nombre de nos candidats non plus. Il y en a eu quelques-uns. Je rappellerai que les candidats de la Macronie en 2017 étaient aussi dans l'ensemble catastrophique. On s'en rappelle, on avait bien ri sur les réseaux sociaux. Bon, Jordan Bardella, on a refusé face à notamment Marine Tondelier et Gabriel. Jordan Bardella, il débat tout le temps et avec tout le monde, je pense qu'il a peur de pas grand monde. Et c'est notre cas en général aussi. Donc moi, c'est ce que je regrette. Et ce faisant, ces désistements fort peu républicains ont privé les Français, une majorité d'entre eux en tout cas, de la véritable alternance, une majorité relative en tout cas, d'une véritable alternance qui est à la politique d'Emmanuel Macron. Et ce faisant, on se retrouve dans cette chienlit, si vous me passez l'expression, qui est la faute de Emmanuel Macron. Je vous redonne la parole aux uns et aux autres, évidemment. Je termine mon tour de table à Jean Yandé. Le parti LR, finalement, on l'évoquait dans notre premier débat avec nos experts, résiste à l'Assemblée malgré la trahison de votre président Éric Ciotti. Comment vous interprétez le message de vos électeurs? Ils vous disent surtout rester indépendant, pas d'alliance avec qui que ce soit ici. Alors, sur la dernière partie de votre question, j'espère que LR va bouger et qu'on ne va pas rester sur cette position d'indépendance. Oui. Moi, je suis depuis plusieurs mois, je l'ai dit, écrit, je pense que nous sommes peu nombreux. Mais dans mon groupe. Mais je pense que le nombre de parlementaires qui viennent sur cette position sont de plus en plus nombreux tous les jours. Je voudrais rappeler 2 ou 3 choses, simplement, pour l'interprétation des résultats. 26 millions d'électeurs. L'ensemble de la gauche, c'est 5 millions, chers collègues. 5 millions. Le Front de gauche, c'est 5 millions d'électeurs. Sur l'ensemble des gens qui ont voté. Tous les autres, ils ont voté au centre, à droite ou à l'extrême droite. La France n'est pas à gauche. Alors moi j'ai 7 400 000 pour le nouveau Front populaire. Combien? 7 400 000. 10 millions 110 000. Je suis dans les purs. Sur combien au total? C'est toujours moins que nous, je suis d'accord avec vous. Pour donner les chiffres, 10 110 000 pour le RN, 7 400 000 pour le nouveau Front populaire, majorité ensemble 6,5 millions et LR 2,5 millions. Donc ça veut dire que l'ensemble des voix qui se sont portées sur la gauche par rapport à l'ensemble des électeurs, ça confirme ce que je vous dis, c'est excessivement minoritaire. Donc, le coup de M. Mélenchon pour dire on veut le Premier ministre, franchement, c'est un abus de lecture de la Constitution, première chose. Deuxième chose, on parle de coalition. Alors, je sais que le mot coalition fait peur, mais ce qu'on ne dit pas, j'entends ça très peu d'ailleurs, au deuxième tour, on était en coalition. Au deuxième tour, on était en coalition contre le Rassemblement national. Contre la majorité des Français. Puisque le désistement systématique du deuxième tour, c'est une coalition électorale.
je le rappelle, nous-mêmes, pour être totalement honnêtes, on a un tiers de nos députés qui sont sauvés au deuxième tour par la coalition. Puisqu'on a vu des gens se retirer. C'est pas une coalition de programme. Mais c'est pas une coalition de programme. Mais ce que je dis et ce que je regrette, on va pas refaire l'histoire, mais ce que je regrette, si on avait fait cette coalition de la droite et du centre avant les élections européennes, comme je le souhaitais, au lieu de faire 15 et 7, on aurait fait 22 ou 23, et là, on n'aurait sans doute pas eu de dissolution. Et très vite, quand il y a eu l'affaire Ciotti, si on avait répondu à cette provocation politique, quelque part, par un autre appel politique, et qu'on a dit, puisque c'est comme ça, on appelle toutes les formations de la droite et du centre pour faire une coalition de premier tour. Aujourd'hui, on aurait beaucoup plus de députés, ça se serait passé d'une manière totalement différente. C'est pas ce que Laurent Wauquiez a dit quelques minutes après le résultat. Oui, mais Laurent Wauquiez, il est élu député dans son département. Je ne sais pas ce que dira le parti, je ne sais pas ce que dira... En tout cas, moi, je milite pour une coalition. Je termine juste d'un mot pour dire que si aujourd'hui on additionne tous ceux qui sont des gens de bonne volonté, disons, des LR jusqu'aux socialistes, on a une majorité absolue. Donc la coalition, elle est possible si les gens sont de bonne volonté, mais il faut du temps. Il faut du temps pour en parler, il faut du temps pour monter un programme. Xavier Iacovelli, moi je voudrais juste répondre sur les attaques, parce qu'on entend bien la petite musique depuis hier soir, c'est une magouille électorale, le Front républicain, le désistement républicain, c'est une magouille, ce qui a empêché la majorité des Français de pouvoir avoir un gouvernement qui leur ressemble. C'est ce que dit le Rassemblement national et les ciotistes. Enfin, je rappelle juste aux Français, il y a eu sur les 577 circonscriptions, 500 candidats RN au second tour. Donc ça veut dire qu'il y avait la possibilité pour les Français, s'ils étaient majoritairement favorables au Rassemblement national, il y avait la majorité possible pour le Rassemblement national. Ils ont simplement dit, et massivement, puisqu'ils étaient près de 68% à s'exprimer, ils ont massivement dit qu'ils ne voulaient pas donner la majorité au Rassemblement national et à l'extrême droite dans notre pays. Donc moi je veux bien qu'on refasse l'histoire à chaque fois, mais il y a effectivement un plafond de verre qui fait que les Républicains, dans leur ensemble, des Républicains et démocrates, se sont toujours alliés contre l'extrême droite dans notre pays, contre les extrêmes dans leur ensemble, et que ça a encore fonctionné. Et moi, je remercie les Français de leur bienveillance, en tout cas de leur lucidité sur cette... Aymeric Durox, il y a eu une mobilisation contre le Rassemblement national, au-delà des désistements. À cause, je le répète, d'un second tour qui s'est uniquement fondé sur des magouilles, appelons ça comme ça. Moi, je regrette, d'une part, l'esprit de la Ve République et de scrutin majoritaire à 2 tours. Ce n'est pas de faire des désistements, pas du tout. On se présente sur un programme et on vote pour le programme. Et je regrette qu'un ancien ministre Sarkozy, du RPR, n'ait que le mot coalition à la bouche, c'est-à-dire qu'il veut visiblement revenir à la 4e République. Ce pourquoi le gaulliste que vous êtes devrait savoir que le général de Gaulle s'est battu. Chers collègues, en deux mots, parce que c'est une erreur historique majeure. Vous faites une erreur historique majeure en parlant de la 4e République. Oui. Depuis le début de la 5e République, à chaque fois que nous avons été au pouvoir, nous à droite et au centre, ou la gauche, nous avons toujours été en coalition. Vous avez proposé du RPR aux socialistes. Ne parlez pas de 4e République. Nous avons toujours été au pouvoir, la droite et le centre, en coalition, et la gauche a été au pouvoir. Je sors de ce débat pour donner la parole à Laurence Rossignol. Merci, Monsieur Durox. Moi, j'accepte pas qu'on parle de magouille pour tout ce qui s'est passé entre le premier et le deuxième tour de cette élection. D'abord, tout a été absolument transparent. C'est-à-dire que les appels au désistement, les discussions sur le désistement, les positions des uns et des autres ont été transparentes. Donc déjà, pas de magouille. Puis alors, franchement, entendre parler de magouille de la part du représentant d'un parti qui a commencé, dans un premier temps, à organiser le ralliement d'une partie des LR. Je ne dis pas que c'est une magouille, mais en tous les cas, ce n'est pas une manœuvre politique totalement transparente dans un premier temps. Et qui, dans un deuxième temps, a été récupérée la nièce de la patronne qui était partie chez Zemmour, mais qui est revenue avec trois copains rejoindre le Rassemblement national. Franchement, le spectacle que vous avez donné, je ne porterai pas de jugement dessus, mais en tous les cas, il ne vous autorise pas à taxer les autres de magouilles. Ce n'est pas des magouilles, c'est qu'à un moment donné, les Français, en plus, ils ont eu le choix. Vous prenez vraiment les électeurs français pour des naïfs ou des gens manipulés. Excusez-moi, je finis. Vous prenez les électeurs français pour des mineurs ou des incapables majeurs. Parce que
il ne s'informe pas que sur TikTok. Il ne fonctionne pas uniquement qu'avec vos vidéos. Il regarde la vie politique française, et ils ont fait le choix. Madame, hein, non, pas du tout. Et les électeurs français, ils ont fait le choix en conscience. En conscience. J'ai fait campagne, vous avez pris en campagne, et j'ai pu mesurer sur le terrain les gens de droite, une partie de la droite, des gens de gauche, des macronistes, qui pensaient que les valeurs qui étaient en cause dans cette élection, qui était effectivement un référendum, voulez-vous ou non donner le pays à des gens qui, dès le lendemain matin, dès aujourd'hui, sont allés à Bruxelles, enfin au Parlement européen, s'allier avec Orban, toute l'extrême droite européenne et anti-européenne. Ça, ce que vous avez bien gardé de leur dire vous avez bien gardé de leur dire ça, vous attendu le lendemain. Les gens n'en veulent pas. Le groupe devienne le 3e plus important du Parlement européen. Et alors, le dimanche soir, vous vous insultiez, madame, le lendemain matin, pour aller à la gamelle et pour sauver les circonscriptions, comme celle de monsieur Faure, en Seine-et-Marne, que je connais bien, sur la 11e, le dimanche soir dans Le Monde, il dit « S'il y a un insoumis face à moi, je perds ma circo ». Donc le lendemain matin, ils ont trouvé un moyen de s'entendre, alors que ça faisait 6 mois qu'ils s'insultaient les uns les autres. Si ça, c'est pas des ça prouve que dans l'intérêt du pays, on est capable d'être intelligent. Il y a une solution pour éviter tous ces commentaires. C'est de faire en sorte... Alors, la proportionnelle, c'est un autre sujet. On en parlera. J'espère qu'on aura le temps d'en parler dans ce débat. La proportionnelle. D'ailleurs, au passage, si vous regardez aujourd'hui le nombre d'électeurs, les scores de chacun à la proportionnelle, le nombre de députés obtenus par chacun, on n'est pas très loin du proportionnel. Les Français ont fait la proportionnelle. Mais je voudrais proposer autre chose pour éviter tous les commentaires entre le premier tour et le deuxième tour. Je pense que nous devrions, pour les élections législatives, faire comme pour les élections présidentielles, que seuls les 2 premiers qualifiés au premier tour puissent avoir accès au deuxième tour. Et là, ça règle l'ensemble des problèmes. On serait majoritaire. Et ça règle l'ensemble. D'ailleurs, moi, je déposerai une proposition de loi dans ce sens-là. Alors, ok. Donc, c'est des systèmes obligatoires. Si vous le voulez bien, je vais reprendre la main. Merci de cette proposition. On va avancer avec l'actualité. Et l'actualité, c'est le nouveau Front populaire qui l'a fait, puisque il y a en ce moment, en tout cas, elle est prévue en cette fin de soirée. C'est assez mystérieux, parce qu'on ne sait pas où ça doit se passer à Paris. Une réunion des leaders des différents partis du nouveau Front populaire, possiblement pour se mettre d'accord sur le nom du futur ou de la future première ministre. On retrouve Yann Effelé qui est à l'Assemblée nationale avec Fabien Lecas. Les dernières infos, où en sont les tractations? Que pouvez-vous nous dire, Yann ? Oui, Thomas, beaucoup de mystères autour de cette réunion, autour des leaders des partis du nouveau Front populaire. On sait qu'ils se réunissent en fin d'après-midi, on ne sait pas où. Ils ont voulu garder le secret sur le lieu pour éviter que les journalistes ne viennent en dessous de leurs locaux avec leur micro. Et puis peut-être même qu'ils font cette réunion en visio. Ce qu'il est sûr, c'est ce dont ils discutent. C'est la même chose que que vous évoquez en plateau. 2 grandes questions, avec qui gouverner et puis qui comme Premier ministre. Alors la première grande question, eh bien là, le plus dur reste à faire à cause de leur absence de majorité absolue. Donc il faut des alliés. Et puis il y a 2 courants au sein du nouveau Front populaire. D'un côté, il y a la France insoumise qui refuse toute alliance, tout compromis, qui veut l'application pure et simple du programme du nouveau Front populaire, ce qui rend compliqué l'émergence d'une coalition. D'un autre côté, il y a les socialistes qui, eux, sont plus ouverts aux discussions. L'autre grande question, c'est celle de l'incarnation. Qui pourrait être Premier ministre? Là, il y a un point d'accord, un point seulement pour l'instant, c'est celle du calendrier. Ils se sont donné pour objectif de faire connaître un nom d'ici la fin de semaine. Mais alors, il va falloir se mettre d'accord sur le nom. Et là, rien n'est gagné puisqu'il y a un désaccord d'une part sur le mode de désignation. Est-ce que ça doit être un vote par consensus? Est-ce que ça doit être le parti qui a obtenu le plus de députés? Ça, évidemment, c'est l'option privilégiée par la France insoumise puisque ce sont eux qui ont eu le plus de députés. Les autres partis optent plus pour un vote. Il y a un désaccord aussi sur le profil, évidemment. Et s'est reposé aujourd'hui la question de Jean-Luc Mélenchon ce matin. Mathilde Panot était interrogée dans une matinale et elle a semblé défendre l'option Jean-Luc Mélenchon. Il n'est absolument pas disqualifié, dit-elle. Et pourtant, le leader insoumis est clairement écarté par les autres leaders de parti. Marine Tondelier, par exemple, aujourd'hui a donné 4 critères pour la personne qui pourrait se présenter pour être Premier ministre. Eh bien, 2 sur 4 ne sont pas remplis par Jean-Luc Mélenchon, à savoir apaiser et faire consensus. Des élus du PS aussi s'opposent clairement à ce que Jean-Luc Mélenchon prenne soit leur nom pour qu'il propose comme Premier ministre. Merci beaucoup Yann, avec donc Fabien Lecas avec vous à l'Assemblée. Est-ce que c'est pas un jeu de dupes là, ce qui est en train de se passer, Laurence Rossignol? Parce que de toute façon la majorité, vous ne l'avez pas à l'Assemblée.
Et avec la France Insoumise au sein de cette coalition, il n'y aura pas d'alliés. Certes, mais on n'est pas les seuls à ne pas avoir la majorité en ce moment à l'Assemblée. Et je pense que tout le monde est en train d'essayer de trouver, moi, ce qui me semble être la voie, c'est-à-dire de trouver la base qui puisse permettre de s'ouvrir à d'autres pour créer effectivement une coalition majoritaire, ou du moins en situation de répondre à ce que le pays a voulu. Mais donc sans la France Insoumise. Ah mais je ne dis pas, nous ne mettons pas d'a priori contre la France Insoumise, mais nous pensons que ça ne suffit pas. Moi, je pense en tout cas que ça ne suffit pas, parce que c'est pas suffisamment stable. Ce que je voudrais dire aux Français, c'est qu'aujourd'hui, ce que nous voulons faire, c'est leur donner à la fois un programme de gouvernement, qui soit un programme de gouvernement qui tienne compte de ce qu'ils ont exprimé dans ces élections, qui soit offensif sur la question du pouvoir d'achat, des services publics, de la redistribution des richesses, et aussi qui répondent aux inquiétudes des Français en matière de sécurité et aux besoins d'une nouvelle politique de sécurité aujourd'hui, particulièrement dans la lutte contre le narcotrafic, par exemple. Cette maison, on est très bon. Mais pas ça, aussi la sécurité du quotidien, incontestablement. Et donc ça, nous pouvons le faire. Mais on n'est pas dans un jeu de dupes, on est dans une discussion. Et je crois qu'il n'y a pas que nous qui discutons, ça discute de tous les côtés en ce moment. Mais on discute dans l'intérêt du pays, pas dans l'intérêt personnel dans cette affaire. Xavier Iacovelli, sur quoi le camp présidentiel est prêt à reculer pour s'ouvrir à une coalition ? Nous, on a revenir sur la réforme des retraites, revenir sur quoi? Déjà, le Premier ministre Gabriel Attal est déjà revenu sur la question de la réforme de l'assurance chômage. Donc c'est déjà un pas important qui a coûté, puisque c'est quand même dans le programme du président de la République, c'était dans le programme de la majorité présidentielle. Après, moi, j'attends de voir aussi ce que les autres sont en capacité de faire comme pas vers nous. À la fois les LR, qui sont effectivement peut-être des partenaires dans une future coalition, les socialistes, les écologistes, est-ce qu'ils sont capables de faire un pas vers nous? Et en fait, moi, vous savez, je suis un social-démocrate, donc je crois à la nature du compromis, pas de la compromission. Et donc, quand on fait un compromis, on essaie de faire un pas vers l'autre chacun. Et c'est comme ça qu'on construit des programmes de gouvernement, des projets de gouvernement. Ça se fait dans tous les pays européens. Il n'y a qu'en France où c'est difficile, parce que ce n'est pas dans notre culture. Mais je pense que les Français ont décidé de nous imposer la proportionnelle avant même qu'on puisse la mettre en place. Et il faut juste qu'on puisse s'habituer à cette répartition de la vie politique et de notre Assemblée, et du coup de travailler avec à la création de majorité de projets. D'accord. Pour que ça marche, il faut se donner du temps. Il faut se donner du temps. C'est pour ça que le président a dit du temps au temps. Moi, je voudrais insister quand même sur une chose, c'est l'état du pays. L'état du pays, avec des grandes souffrances. On partage un certain nombre de constats. Je pense que c'est évident. Et il y a donc à agir. Il faut agir rapidement. Les Français attendent au moins sur deux choses capitales: le pouvoir d'achat et la sécurité. L'immigration. Lié un peu avec l'immigration. L'immigration, on a déjà voté une loi, je crois, il n'y a pas longtemps. Le point sur lequel je veux insister, c'est que si nous n'avons pas le courage, de faire un pas les uns vers les autres, dans ce qu'on appelle maintenant l'arc républicain, on passe à côté de l'histoire par rapport à l'intérêt que nous devons porter à notre pays, même en faisant un peu de sacrifices les uns et les autres. Et puis, à très court terme, il y a un autre problème. C'est qu'il ne suffit pas de dire que ce serait un scandale que le président de la République appelle quelqu'un du Front de gauche ou de LFI. Si on n'est pas capable de la créer, cette grande coalition, à un moment donné, on va obliger le président à prendre un Premier ministre dans le groupe le plus important. Or, le groupe le plus important pour l'instant, c'est comme ça, il est à gauche. Donc, si on a le courage de faire ça, on sert les intérêts du pays et des Français, et en même temps, si je puis dire, on évite au président de nommer quelqu'un dans la partie la plus à gauche de l'hémicycle, puisque je rappelle que la France n'est pas à gauche, elle est largement à droite. Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez, ils sont d'accord avec vous ou pas alors? Mais vous savez, chers collègues, un parlementaire... On n'est pas caporalisé, un parlementaire, il a sa liberté de parole. Ah, vous parlez au nom de d'accord. Et moi, en plus, j'ai l'immodestie de répéter ça. Pourquoi? Parce que moi, j'ai l'avantage de ne pas le dire avant les élections. Mais je le dis depuis bien longtemps. C'est ce qui a perdu les... Vous avez parlé de Nicolas Sarkozy tout à l'heure. C'est parce qu'il s'est gauchisé qu'il a perdu en 2012. Effectivement, Nicolas Sarkozy était sur cette position au lendemain des élections, de la deuxième élection de M. Macron. Et je pense qu'il avait raison. Je n'étais pas sur cette position-là sur le premier mandat, mais à l'occasion du deuxième mandat, la question, c'est plus M. Macron.
M. Macron, on sait qu'il ne sera pas là la prochaine fois. La question, c'est qui est-ce qui va le remplacer? Est-ce que ça sera Mme Le Pen? Est-ce que ça sera M. Mélenchon, ou est-ce que ça sera quelqu'un qui représentera l'arc républicain? Il faut se préparer d'urgence à cela. Et aller dans une coalition, c'est travailler. On est un parti de gouvernement. Et j'espère que ma famille politique va évoluer. Je sais que j'y suis minoritaire. Mais je suis parlementaire. Vous savez, la démocratie, chers collègues, c'est le respect des minorités. Aymeric Durox, finalement, le ralliement d'Éric Ciotti aura donné moins d'effet que prévu? Non, pas du tout, parce que ça a été un véritable tremblement de terre politique. Lui, il a eu le courage de se sortir du piège de Mitterrand, depuis les années 80, qui interdisait en réalité à des représentants de la droite nationale, ce qu'est aujourd'hui évidemment le Rassemblement national, toutes ces appellations grotesques d'extrême droite, etc. Je vous rappelle ce que disait Lionel Jospin en 2007. C'est le Conseil d'État qui le dit. Oui, bon. On sait qu'il est. Je sais que vous remettez en cause les institutions de notre pays. Il est plutôt d'une certaine obédience. On sait très bien que Lionel Jospin disait en 2007 à la radio, l'antifascisme n'a été que du théâtre. Tout cela a été grotesque. Il n'y a jamais eu un risque fasciste dans notre pays. Il disait ça en 2007. Alors voir que ce sont des républicains qui continuent à nous taxer pour essayer de survivre d'extrême droite, je veux bien que la gauche et l'extrême gauche nous appellent comme ça fait partie du jeu, si vous voulez, mais que la droite... Moi, je pense que la droite s'est fourvoyée justement depuis une vingtaine d'années. C'est la raison pour laquelle moi, petit militant à l'époque, j'en suis parti, parce que la droite a cessé d'être de la droite et c'est pour ça qu'elle a disparu. Vous continuez dans ce chemin où bientôt il n'y aura plus personne chez vous. L'avantage de la démarche, petit conseil que je vous donne. L'avantage de la démarche d'Éric Ciotti, chez nous, c'est que ça clarifie une situation. On sait depuis plusieurs années que les LR sont partagés entre ceux qui veulent l'union des droites et puis ceux qui veulent l'union des républicains. Donc c'est pour ça que j'ai dit qu'à la démarche politique d'Éric Ciotti, on aurait dû répondre par une démarche politique. Ok, on l'a déjà entendu tout à l'heure. Cette coalition. Éric Ciotti, justement, on l'écoute, est réélu dans sa circonscription des Alpes-Maritimes. Après des jours de tambouille politicienne, M. Macron amène le pouvoir à l'extrême gauche sur un plateau d'argent. Une extrême gauche dangereuse et factieuse. Ce soir, je m'inquiète pour mon pays. Notre rassemblement est désormais la première force politique de droite en France. Notre victoire complète n'est plus qu'une question de temps. Dans la coalition entre la Macronie et la France insoumise est d'ores et déjà condamnée à l'effondrement. J'aimerais comprendre, parce que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon ont dit tous les deux qu'il était hors de question de former une alliance. Donc de quelle coalition il parle, Éric Ciotti? Il parle de la coalition des droites, là, je crois. Non, il dit Monsieur Macron amène le pouvoir à l'extrême gauche sur un plateau d'argent et il dit la coalition entre la Macronie et la France insoumise est d'ores et déjà condamnée. Il n'y a pas de coalition entre la Macronie et la France insoumise. Je ne comprends pas cette prise de position. C'est pas moi qui ai écrit ces discours. Hein. Non, mais j'imagine qu'il parle. Parce qu'on est dans la caricature de la situation. Oui, comme dans le camp d'en face. J'imagine qu'il parlait des désistements, parce qu'en effet, on peut imaginer, sur la 8e circonscription de l'Essonne, c'est parce que les LR se sont maintenus qu'ils ont fait perdre Nicolas Dupont-Aignan et qu'ils ont donné la circonscription à un LFI. Voilà le résultat du positionnement de monsieur et de ses amis. Donc, il y a une coalition qui mènera le pays à sa perte, un retour vers la 4ème République avec des gouvernements qui sont intenables, soumis à des motions de censure tous les 2 mois. Et moi, j'ai mal à mon pays parce qu'on va perdre beaucoup de temps et rien ne va avancer. Et ces gens-là ne sont d'accord sur rien. Sur la question du nucléaire, par exemple, comment imaginer des gens qui sont pro-nucléaire à droite avec des anti-nucléaires chez les Verts? Tout ça n'a aucun sens. C'est un exemple parmi des centaines. Donc, notre pays perd du temps. C'est très dommage. Allez, Laurence Rossignol, avec les Verts. Ensuite, je redonne la parole à Alain Joyandet, mais Laurence Rossignol, effectivement, est-ce qu'on est face à un blocage institutionnel potentiel? On est pour le moment dans une situation de transition institutionnelle incontestable. Oui. Et on sait bien qu'il va falloir qu'on trouve, peut-être projet par projet, on ne sait pas où on va. Mais ce que je voudrais dire, c'est que, en fait, moi je ne pense pas qu'il faut qu'on réfléchisse en se disant tout ceci est pour un an, dans un an on redissout. Les Français ne veulent pas ça. Les Français, ils ont voté. Et ils ont émis un vote extrêmement responsable. Et d'un certain point de vue, ils nous ont dit, voilà, nous, on ne veut pas du RN, parce que, quoi que vous en disiez,
vous appelez pas fascistes, appelez-vous illibéraux. Ou regardons ce qui se passe dans les pays où vous gouvernez. C'est-à-dire, c'est l'effondrement de la justice, c'est l'effondrement des libertés individuelles, c'est l'effondrement de l'indépendance de la presse. C'est toute une manière de gouverner. Ça, c'est des clichés, ça. Écoutez, allez demander aux femmes italiennes qui sont dans les salles d'attente des cliniques et qui doivent maintenant supporter les militants anti-IVG autorisés par Giorgia Meloni. Qui doivent maintenant supporter les militants anti-IVG autorisés par Giorgia Meloni, qui viennent leur expliquer qu'elles ne devraient pas avorter. Allez voir ce qui se passe dans les pays où vous gouvernez, sur la liberté de la presse, sur les purges les hauts fonctionnaires, tout ça existe. Les Français n'ont pas voulu de ça. Maintenant, d'un certain point de vue, ils nous disent, nous, on a fait le boulot. C'est-à-dire qu'on a fait le barrage au Rassemblement national, on a protégé la République. Maintenant, c'est un peu à nous d'être capables de construire quelque chose. Et c'est pas simple, incontestablement. C'est pas simple parce que personne n'a l'habitude de renoncer à rien. Alain, vous pourrez répondre après. J'ai une petite divergence avec ma collègue. Oui, forcément. Et c'est normal. Oui, c'est normal. Mais je pense que dans ce moment, vu la situation de notre pays, on se doit de respecter l'ensemble des électeurs. Il y a beaucoup de gens qui sont en souffrance. Ils ont voté pour le Rassemblement national. Il faut vraiment que l'on essaie de mettre une autre ambiance entre nous. Même si on venait éventuellement à gouverner ensemble et qu'on ait le RN dans l'opposition, je pense qu'il faut arrêter de faire des caricatures. Merci. Dans mon département, je vous assure, dans mon département, on a 2 députés RN maintenant, il n'y a pas 51% de fascistes, de gens qui sont fous, il y a des gens qui souffrent, qui travaillent, qui ne peuvent pas vivre de leur travail, Quand on travaille à 2, avec 2 SMIG, dans un département rural où on a plein de dépenses supplémentaires par rapport aux citadins, on ne s'en sort plus. Et à un moment donné, on vote pour ceux qui sont encore jamais arrivés au pouvoir. Et on dit, ceux-là, on va les essayer. Ça ne représente pas 51% des Français, mais en tout cas, il faut les respecter et il faut faire en sorte que si on revient au pouvoir, on réponde à leurs préoccupations pour voir baisser à l'avenir les scores du Rassemblement national. Ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy. C'est ça votre projet, en piquant une partie de nos propositions. Et c'est à partir du moment où il s'est gauchisé qu'il a tout perdu. C'est à cause vous l'avez déjà dit, donc je reprends la main. Pardon. Xavier Iacovelli, le président de la République a dit que cette dissolution allait amener une clarification. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'y est pas. Donc en ça, c'est un échec patent. Non, mais peut-être que ça n'apporte pas la clarification que les groupes politiques et les partis politiques de leur ensemble attendaient. Mais peut-être que c'était la clarification que les Français voulaient. C'est-à-dire que moi, c'est pour ça que je ne comprends pas la position du Rassemblement national aujourd'hui qui conteste les élections, qui conteste le choix qui a été fait. Nous sommes démocrates et s'il vous plaît, je ne vous ai pas interrompu. Oh, si, alors qu'il y avait, encore une fois, plus de 500 candidats au second tour du Rassemblement national. Moi, ce que je vois, c'est que les Français se sont massivement déplacés pour voter, pas pour voter blanc, ou pour s'abstenir. Pour massivement voter contre le Rassemblement national et l'extrême droite. Non. En tout cas, pas majoritairement. Alors, je vais redonner les chiffres. Plus de 10 millions pour le Rassemblement national, mais si on cumule, plus de 16 millions. Mais donc, les deux, si je peux me permettre de finir ma phrase. C'est deux visions. Si je peux me permettre de finir ma phrase. Xavier Iacovelli, à vous. Clairement, les Français nous ont dit, nous, on ne veut pas donner de majorité absolue à la gauche. On ne veut pas donner de majorité absolue au camp présidentiel, encore moins au camp des Républicains, et on ne veut pas de l'extrême droite. Et donc, en fait, ils nous obligent à nous parler. Ils nous obligent à aller au-delà de ce qui est culturellement notre vision de la politique, c'est-à-dire un camp gagne et l'autre perd. Avant ça, qu'il y ait clarification, parti par parti, au sein du Nouveau Front Populaire, au sein de LR, sinon qui se parle. C'est pour ça qu'on a besoin de se parler, et concrètement, je pense que tout le monde le sait, et les Français le savent, tout le monde se parle actuellement. Mais la clarification, elle se fait aussi sur un programme de gouvernement, sur ce qu'on veut faire. Pas seulement sur les postes. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est là où ça devient très compliqué. En effet, est-ce qu'on est d'accord pour partir, vous le disiez il y a un instant, des problèmes de pouvoir d'achat? Est-ce qu'on est d'accord pour augmenter les salaires des Français? Si on doit augmenter les salaires des Français, comment on fait pour que les grandes entreprises qui ont suffisamment de marge pour le faire, le fassent sans aide? Mais comment on fait pour aider les petites qui auront plus de difficultés à faire, à être aidées? Est-ce qu'on est d'accord pour remettre... Pardon de vous interrompre, on n'est pas forcément obligé d'augmenter les salaires. Il faut surtout baisser les charges. Ça, c'est bien. Non, mais baisser les charges. Non, mais baisser les charges. Il faut que le reste net pour les salariés. C'est pas tout à fait la même chose. C'est pas tout à fait la même chose. Dans votre coalition. Il faut baisser les charges. Mais écoutez, nous, au moins, on se parle et on essaie de travailler ensemble. Je parle aussi à tout le monde. Oui, vous êtes tous d'accord entre vous. Et donc, vous n'avez pas trop de problèmes de confrontation avec la... J'étais prof, j'étais dans des salles de profs, il n'y avait que des gens de gauche. Vous avez un problème avec la différence, ça, on le sait. Avec
ce qui est différent. Nous, on essaye de... Les années 60-70, oui. Mais pas d'aujourd'hui. Je voulais juste continuer. Mais les charges, alors discutons-en. Je veux bien qu'on dise on baisse les charges. Bon, après, comment on alimente les caisses de la sécurité sociale, de l'assurance vieillesse, comment on fait aussi pour avoir de la justice fiscale, comment on fait également pour répondre aux exigences de service public. Non mais c'est ça. Non, mais si on n'est pas capable de parler de ça... On continue la discussion demain matin. Non mais si on n'est pas capable de parler de ça... Et je pense qu'on va avoir deux visions qui ne seront vraiment pas les mêmes entre l'immigration. Et on a des questions de calendrier. Évidemment. Alors, il nous reste 6-7 minutes, le temps file vite. Je voudrais qu'on écoute Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, qui parle d'une victoire différée. Ça me semble être un thème intéressant là aussi. Je crois que la victoire est différée. Et je pense que empêcher le peuple français de se choisir une politique différente ne peut pas constituer un destin viable pour le pays et pour les Français. Et quoi qu'on en dise, le Rassemblement national est en nombre de voix exprimées, comme en nombre de parlementaires, la première force politique de France. Xavier Iacovelli, il y a là un danger de votre point de vue, j'imagine, puisque imaginons une coalition qui réussit à se faire. On a un peu de mal à la voir naître pour l'instant, mais pourquoi pas ? Il va falloir réussir, sinon Marine Le Pen sera élue présidente. Mais c'est pour ça que moi je rejoins Laurence Rossignol quand elle dit qu'il ne faut pas réfléchir à une coalition qui pourrait être pour 1 an jusqu'à la prochaine dissolution. Il faut qu'on fasse une coalition qui puisse réussir pour l'intérêt des Français et pour l'intérêt de notre pays. Il faut une parce recomposition. Qu'effectivement, et malheureusement, je suis d'accord avec Jordan Bardella pour ça, c'est-à-dire qu'il a raison de le dire, peut-être que c'est une victoire différée. Et donc pour le Rassemblement national, si en tout cas nous sommes dans l'échec, à la fois dans l'échec d'être en capacité de créer un gouvernement qui puisse répondre aux attentes des Français en termes de pouvoir d'achat, en termes de sécurité, en termes peut-être d'immigration, parce qu'il faut parler aussi aux électeurs du Rassemblement national, il ne faut pas les mettre sur le côté. Et je pense que ça, c'est des sujets qu'il faut aborder sans tabou, mais avec notre vision et notre sensibilité à chacun. Mais il faut répondre à ces attentes-là. Mais si on n'est pas capable de créer cette coalition, si on n'est pas capable de créer un gouvernement et de réformer notre pays, effectivement, c'est la porte ouverte à Marine Le Pen en 2027. Je vais vous donner la parole dans un instant. Pardon, je voudrais entendre Aymeric Durox sur quand même le bilan de cet entre-deux tours. Il y a eu un travail de respectabilité fait à l'Assemblée nationale pendant 2 ans qui m'a semblé, j'assume, balayé par des candidats qu'on a surnommés les brebis galeuses. C'est vrai que vous n'avez pas eu le temps peut-être de faire le ménage dans vos listes, mais il y a eu là des candidats et des candidates qui n'auraient pas dû être présentés. Certainement. Après, on allait chercher des photos qui dataient d'il y a plusieurs années. Non, c'est des prises de position aussi. C'est des condamnations passées. Sûr, mais je ne vais pas refaire toute la liste. On est assez fiers d'avoir le dernier parti populaire qui est capable d'envoyer des femmes de ménage, d'envoyer des gens qui viennent du peuple et qui n'ont pas forcément les codes parfois pour s'exprimer et qui parfois, c'est la raison pour laquelle aussi ils ont refusé certains débats. Les femmes de ménage ne sont pas tous antisémites et racistes. Mais personne chez nous n'est antisémite ou raciste. Attention, il y a eu quand même quelques propos. Vous aviez dit que vous ne m'interrompez pas, vous faites que ça, monsieur. Que ça. Donc, s'il vous plaît, souffrez que je parle. La prochaine fois, je vous interromps. Allez, Aymeric Durox, terminez votre démonstration. Donc, on reproche, à des gens qui ne sont pas des professionnels de la politique, de faire des erreurs de communication. Il y a eu aussi des ratés, clairement. Il y a des gens qui, visiblement, se sont trompés en s'engageant dans notre camp. Mais moi, ce que je pense, en effet, et bien sûr, c'est une victoire différée, parce que cette alliance de bric et de broc, qui n'est même pas capable de se construire en 2 minutes sur un plateau de télévision, va durer... Ça, c'est normal, ça. Oui, mais va durer... Si on veut que ce soit une alliance durable, ça va prendre du temps à la Ça vous fait vachement peur. Je sais que ça ne marchera pas. Je sais que ça ne marchera pas, pas du tout. Et je rappellerai que nous avons perdu une bonne centaine de circonscriptions. Je dirais que nous avons perdu une bonne centaine de circonscriptions à 500 voix environ, à 1 ou 2 points. Et dans un second tour qui serait... Ça, je ne suis pas en état de le vérifier, mais dans un second tour qui serait différent, avec peut-être en effet des candidats différents, parce que tous les candidats dont vous parlez, en effet, ont perdu. Donc on peut imaginer que leurs déboires les ont fait perdre. Eh bien, on peut imaginer que ces centaines de circonscriptions vont gagner comme promis, et Laurence Rossignol, je vous donnerai la parole. Juste un mot. La situation du Rassemblement national est très confortable. Ils augmentent considérablement leur nombre de députés. Ils n'ont pas la majorité. Ils ne viennent pas à Matignon. Du coup, ils ne vont pas pouvoir être jugés sur ce qu'ils vont faire, puisqu'ils ne vont pas le faire. Et la crainte que peuvent avoir tous ceux qui ne veulent pas voir arriver au pouvoir le RN, c'est qu'au lieu de venir par l'Assemblée nationale, ils viennent directement par l'Élysée. C'est un enjeu supplémentaire et un argument supplémentaire pour que pendant cette période, ce ne soit pas la chienlit. Parce que si c'est la chienlit,
pendant 2 ans, eh bien, c'est la porte ouverte de l'Élysée à Mme Le Pen. Bon, et donc, pour ceux qui le souhaitent, c'est très bien. Et donc, notre responsabilité, elle est immense pour le pays, pour nos institutions et pour les Français. Georges Bidault, ça tombe bien, il faisait partie des fondateurs du Rassemblement national. Laurence Rossignol, votre avis sur ce risque, ou cette victoire différée, pour reprendre les termes de Jordan Bardella? Je comprends que Jordan Bardella dise ça à son électorat. Il faut bien qu'il leur dise quelque chose pour expliquer comment et pourquoi ils ont perdu hier soir alors qu'il avait promis la victoire. Déjà, c'est un mauvais moment pour les candidats du RN et pour vous. 143 députés. Oui, non, mais d'accord, mais 143 députés, c'était pas ça votre ambition. Votre ambition, c'était de gouverner le pays dès aujourd'hui. On le fera, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez me laisser parler, monsieur, s'il vous plaît? Est-ce que je vous ai interrompu, moi? Non, mais lui et moi, on est 2 personnes différentes. Donc, c'est pas parce que lui vous interrompt que vous vous vengez sur moi. D'accord? Non, mais c'est ce que vous êtes en train de faire. Et donc, je comprends que Jordan Bardella dit ça pour donner une perspective. Moi, par ailleurs, au regard du comportement de l'électorat français, hier, la majorité, parce que vous racontez ce que vous voulez, mais vous n'êtes pas majoritaire, ce n'est pas une majorité d'électeurs qui ont voté pour vous, c'est un tiers des électeurs qui votent pour vous. Les 2 autres tiers, ils votent contre vous. Et jamais les gens n'ont eu autant conscience qu'ils ont... 10 sur 26. Ah, mais c'est pas possible, vous avez un problème. C'est pas un tiers. Mais c'est un problème de... Je vous aimais pas, donc 10 millions sur 26, c'est pas un tiers. Vous avez un problème d'élocution, vous parlez tout le temps, c'est un... Non, il faut vous retenir, mon grand. Allez, voilà, retenez-vous le temps que je parle, moi je ne vous interromps jamais. Voilà. Donc, je disais, parce que vous essayez de me faire perdre le fil de ma pensée, les Français ont voté en toute conscience hier contre le fait de vous donner le pays. Maintenant, c'est à nous de répondre et de faire une grosse analyse de à la fois ce qu'ils attendent de nous. On sait ce qu'ils ne veulent pas de vous. Maintenant, il faut qu'on sache ce qu'ils attendent de nous. Et moi, je pense que ça fait un moment que ça traîne quand même, cette histoire, que depuis 2022, et puis vous traînez aussi dans le paysage politique français, vous augmentez, depuis un moment. C'est un moment que ça traîne. Et bien maintenant, il faut sortir du tripartisme. Il faut revenir à un bon vieux clivage droite-gauche. Moi, je crois beaucoup à ça. Et c'est ce qu'on va peut-être faire là. Et c'est comme ça, vous voyez, qu'on donnera aux Français un vrai choix de société. Un vrai choix de société, ce que vous n'offrez pas. Et on va terminer là-dessus. Merci beaucoup d'avoir participé les uns les autres à ce débat et à bientôt sur Public Sénat. Je vous donne rendez-vous demain, 18h, 22h. Évidemment, le temps s'accélère, donc il y aura beaucoup de nouveautés à commenter, à analyser, à décortiquer pour sortir de ce brouillard. Je vous dis à demain, 18h, 22h. Et notez que Clémentine Autain, la députée Nouveau Front Populaire de Seine-Saint-Denis, sera l'invitée d'Oriane Monsigny dans notre matinale. Demain, il sera 8h du matin. Belle soirée.